continuer. C'est vraiment remarquable ce que vous faites. J'ai vraiment hâte de vous écouter. On va passer l'année avec vous, de vous suivre non-stop. J'aime beaucoup ce que vous faites, messieurs. Continuez. C'est vous autres la référence pour le Marvel au Québec. We are Groot. Mon nom est Maxime Bezo. I am Iron Man. Mon nom est Francis Côté. I could do this all day. Mon nom est Jonathan de Moscovaki. Avengers! Assemble. Bienvenue au Jazz Marvel. Mon nom est Maxime Vezo. Mon nom est Jonathan de Moscovaki. Joe, on a-tu en ce moment avec nous, il est-tu à l'écran? Il est déjà là. Il est déjà là. parmi nous. Notre GF national de Imagine Comics. Salut Jeff, comment ça va? Ouais, ça va bien, les gars, vous autres aussi? Ça va Très super bien, bien, ça va super bien. Un peu ça court, je sais pas si tu vois mon front qui reluit un peu, là. Je t'avoue, on court d'un bord puis de l'autre depuis qu'on est arrivé parce qu'on prépare quelque chose de vraiment cool pour la chaîne d'On Jase Marvel. Un petit refresh 2.0 qui s'en vient. Je vous en dirai pas plus. Mais Jeff, justement, avant de rentrer en ondes, tu me disais, hey, déjà 1 an pour l'On Jase Marvel, ça passe déjà tellement vite. En effet, écoute, on va fêter nos 1 an le 17 octobre, mais notre fête officielle est le 30 octobre, mais vu que c'est une fin de semaine de l'Halloween, on va donner off aux gens. Mais fait que, ouais, on va fêter nos 1 an. Il va y avoir des belles annonces qui vont être faites là, pour cette émission-là. JF, aujourd'hui, le On Jase Marvel se transforme en classe. Toi, étant professeur justement au cégep de Saint-Jérôme, tu es le mieux placé de nous pour faire des cours magistrales. Fait qu'aujourd'hui, comme vous voyez dans le gros background que j'ai derrière moi, j'espère que c'est assez grand pour vous, là, on va parler de Marvel. Joe, avant de commencer le show, tu m'avais dit, Max, l'émission d'aujourd'hui, elle va s'appeler comment? Écoute, Joe, elle va s'appeler On Jase Marvel. Puis là, il est là. Oui, je sais, mais un titre. C'est ce qu'on va jaser aujourd'hui. On va jaser de toute l'histoire de Marvel. C'est pour ça que JF a fait la grande honneur de pouvoir être là. JF, écoute, je sais qu'en ce moment, tu mets une croix sur ta game de hockey que tu avais ce soir. Oui, je le fais avec grand plaisir. Oui, Ben, oui, en effet. Fait que, on a comme fait un deal que les premiers lundis de chaque mois, tu allais être parmi nous sur le podcast. Fait que c'est extrêmement gentil de ta part. Merci beaucoup. Très plaisir. Merci de me recevoir. Ben écoute, avec tous les sujets que tu nous as envoyés par message texte, je me suis dit, je peux pas passer à côté de ce savoir-là, de l'expérience, puis je me suis dit, faut le mettre à contribution. Puis aujourd'hui, ben on va commencer par le début de tout ça, le début de pourquoi qu'aujourd'hui, on fait un podcast de Marvel. Pourquoi est-ce que ça gagne des milliards de dollars à chaque sortie? Pourquoi est-ce que les bandes dessinées ça se vend encore partout? Pourquoi aujourd'hui tu as une boutique de bandes dessinées? Mais on va retourner à l'origine de tout ça qui est de Marvel avec toutes les histoires de Steve Ditko, Stan Lee puis Jack Kirby. On va faire le tour un peu de tout ça. Donc, pour ceux en ce moment qui sont sur le Twitch, en live avec nous. N'hésitez pas dans le chat si vous avez des questions au cours du temps de l'émission. N'hésitez pas. Jonathan va les noter puis il va pouvoir après ça le dire à JF sans problème. Fait que à tout moment, n'hésitez pas. Toi aussi, Joe, là, si à un moment donné, tu as une question personnelle ou qui vient justement d'un auditeur, n'hésite pas à nous couper. Certain. Pour en faire part. Donc, François, JF, on commence la machine où? Ben, en fait, tu disais un cours magistral, tout ça. Moi, c'est sûr que ouais, j'ai l'habitude d'enseigner. J'ai toujours rêvé de donner des cours sur les comics. Mais bon, mais voilà. Puis là, mais tu sais, c'est pas tant un cours, mais tu sais, on jase. On jase. Oui, exactement. Puis tu sais, puis moi, ma prémisse un peu, tu sais, c'est parce que quand on pense à Marvel, en général, il y a toujours le nom de Stan Lee qui est associé. Oui. Tu sais, dans les films, dans les 20 dernières années ou à peu près, là, qui est-ce qui apparaît dans les films, qui fait son petit caméo?
ben, c'est Stan Lee. Ouais. Pendant des dizaines et des dizaines d'années, quand tu ouvrais un comic Marvel, sur la première page, il y avait tout le temps en haut de la page un petit descriptif là, du personnage, puis c'était toujours écrit Stan Lee Presents. Ouais. OK? Ben, C'était tout le temps Stan Lee. Fait que- Encore aujourd'hui aussi, des fois, ça Ah, dit Stanley ouais, Presents, non? moins aujourd'hui, mais Ok. non, c'est plus vraiment présent aujourd'hui, mais ça, Ok. ça a été là pendant Pendant un bout, là, ouais. un méchant bout pendant une partie des années 60, 70, 80, 90, même au début des années 2000, c'était encore présent dans les comics. Fait que Ouais. Stan Lee est associé de façon irrémédiable à Marvel, puis il est associé à la fois ben, en fait, il est associé à toute la création de ces personnages-là. Fait que, tu sais, à Ouais. entendre des gens, on pourrait dire que s'il n'y avait pas eu Stan Lee, il n'y aurait pas Il y eu aurait- de Marvel, il n'y aurait rien eu. Mhm. Après Dieu, il n'y avait que Stan Lee. Puis, fait que, tu sais, ça m'amenait à poser la question suivante. Est-ce que Stan Lee était vraiment le génie que tout le monde croit ou que bien des gens croient? Parce que je ne veux pas généraliser. Mhm. Puis, la question n'est pas si simple que ça à répondre, tu sais. En fait, la réponse la plus simple, ça serait oui et non. Pour un paquet de raisons. Tu sais, c'est sûr que Stan Lee, à l'origine, sa force, c'est qu'il y avait un paquet d'idées. Mais tu sais, comme dans n'importe quel processus créatif, si je m'assois avec quelqu'un pour créer une bande dessinée, j'ai des idées, je les envoie à l'autre personne me renvoie ses idées, puis là, on commence un processus créatif, Ouais. puis on commence à construire la bande dessinée. Ben, c'était ça dans les années 60 avec Marvel. Fait que Stan Lee, il travaillait, tu sais, est-ce que Stan Lee était le génie que tout le monde croit? Oui, mais Jack Kirby aussi. Mhm. Puis Steve Ditko aussi. Hein. C'était comme une espèce de gigantesque travail d'équipe. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que le focus a été sur Stan Lee? Ben, il y a plusieurs raisons à ça. Une des raisons, c'est que c'est vrai que Stan Lee, il écrivait quasiment toutes les séries. Pendant un certain temps dans les années 60, est-ce qu'il écrivait toutes les séries? Je vais mettre des guillemets. On lui attribuait la scénarisation de presque la totalité des séries pendant un certain temps. Pourquoi? Parce qu'il était si brillant que ça. Ben oui, il avait des bonnes idées, mais c'est surtout parce que Marvel n'avait pas les moyens d'engager plein de scénaristes. On peut penser que dans les années 60, Marvel, là, maintenant, a un chiffre d'affaires absolument époustouflant, mais dans les années 60, Non. Marvel, là, ça ne roulait pas sur l'or, là. Cette semaine, justement, vu que je savais que tu allais venir, j'ai écouté une entrevue avec Chris Claremont. Oui. C'est lui qui avait écrit pour les X-Men. Puis justement, il posait la question, c'était comment Marvel dans le temps? Il dit, écoute, il dit on avait les bureaux, là, mais il dit, il y avait peut-être 12 personnes qui travaillaient dans les bureaux en tout. Il dit, c'est pas comme c'est aujourd'hui où est-ce que tout le monde a ses affaires de son bar, puis il y en a en Californie, il y en a à New York, puis non, il dit, on était 12 dans un bureau, c'était c'était ça, là. Ben, c'était ça. Fait que dans les années 60, ben, c'est ça. Marvel roulait pas sur l'or, fait qu'il ne pouvait pas engager quelqu'un pour écrire Fantastic Four, quelqu'un pour écrire Spider-Man, quelqu'un pour écrire Hulk, quelqu'un pour écrire Thor, Avengers, Daredevil, X-Men. Mhm. Il ne pouvait pas. Fait que, ben, c'était quoi? C'était essentiellement la même personne là, qui faisait ça. Puis l'autre chose aussi, tu sais, puis ça, il y a plusieurs bouquins ou plusieurs documentations là-dessus. Quelque chose qui a à la fois aidé la réputation de Stan Lee, mais qui a en même temps jeté un peu de la poudre aux yeux. Puis sans rien enlever à Stan Lee, là, je veux faire attention. Stan Lee avait tendance bien souvent à s'attribuer tous les mérites. C'était tu sais, il y avait cette espèce d'attitude-là, bon enfant, passionné dans les entrevues, puis fait que, en tout cas, l'histoire retient que ça pouvait taper ses nerfs des gens comme Jack Kirby, Steve Ditko,
D'ailleurs, la Il aimait dernière ça avoir le année, spotlight sur lui. ben, oui, tu sais, puis bon, il était quand même le rédacteur en chef là, Ouais. de Marvel. Ouais, Là. ouais. Quand même un spotlight qui venait avec le, Mais c'était le gars avec le PR. titre. Peut-être que les autres Oui, étaient c'est plus ça. Le gars PR, introvertis. Puis... Parce que Steve c'est- Ditko qui dessinait et qui est maintenant considéré comme le co-créateur de Spider-Man, Ouais. mais ça n'a pas été toujours le cas. Pendant des dizaines d'années, le seul et unique créateur de Spider-Man, c'était Stan Lee. Ça fait pas Ok. tellement longtemps là, qu'on dit que c'est une co-création de Stan Lee et Steve Ditko. Ok. Mhm. OK? Mais Steve Ditko, c'était pas monsieur PR. C'était pas quelqu'un qui... Ouais. fait que, mais Stanley, lui, il avait ça. Fait que c'est sûr qu'il prenait de la place, puis c'est sûr qu'il a été associé de par son style, puis pour un paquet d'autres raisons. Mais c'était pas quelqu'un avec qui tout le monde s'entendait si bien que ça, malheureusement, comme dans n'importe quelle relation de travail. Tu sais, on est dans un bureau, on ne s'entend pas. Mais tu sais, semble-t-il que la dernière année, avant que Steve Ditko quitte Spider-Man, lui et Stan Lee ne se parlaient pratiquement pas. OK. OK? Ils se parlaient grosso modo, mais Steve Ditko, Professionnel, c'était pas... that's it. tu sais. Oui, puis Steve Ditko, c'était pas mal lui qui montait les planches et tout ça. Il envoyait ça par la poste, puis Stan Lee, il recevait ça, puis il mettait les dialogues, puis la dernière année, semble-t-il, là, c'était pas... ça se parlait quasiment pas, là, ces deux-là. Là. Et Jack Kirby, dans cette histoire-là, comme, tu sais, là, on parle beaucoup Steve Ditko, Stan Lee, puis Jack Kirby, il a joué quel rôle avec ces deux hommes-là? Ben, en fait, c'est surtout avec Stanley, ils avaient vraiment un processus créatif ensemble. Puis on l'a beaucoup vu dans Fantastic Four parce qu'ils ont quand même écrit ensemble, ils ont quand même fait plus de 100 numéros de Fantastic Four, qui à l'époque, ça a pris du temps avant que ça soit battu, ce record-là, de plus d'une centaine de numéros avec la même équipe créative. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, c'est Bendis puis Mark Bagley qui ont battu ce record-là sur Avec la série, Ultimate. avec Ultimate Ah, wow. Spider-man. Ok. Ouais. Fait que Ça ça a a pris pris du toutes temps. ces années-là avant Mhm. que... mais ce qu'il y a, c'était encore là, ça devenait une co-création. Parce que c'est sûr que quand on ouvrait un comic de Fantastic Four, ce qui était écrit, c'est que les textes, c'était Stan Lee et les dessins, c'était de Jack Kirby. Alors que dans les faits, ça aurait pu être histoire créée par Stan Lee et Jack Kirby. OK. Les paroles, ça vient de Stan Lee, puis les dessins, ça vient de Jack Kirby. Et ça l'aurait été, maintenant avec le recul, puis historiquement, ça aurait été plus juste de dire ça comme ça. Ok. Et ça, cette façon de travailler-là, ça a donné lieu à ce qu'on a appelé à l'époque la méthode Marvel. Oui, ça, je l'entends souvent parler, ça. La méthode Marvel, parce que la méthode classique de faire une bande dessinée, mettons que je suis scénariste, je ne connais rien en dessin, je suis scénariste de bande dessinée, bien, la méthode classique, c'est que là, je vais écrire la scénarisation de la BD, je vais dire page 1, case numéro 1, on voit nos héros, on voit Tommy et Jane prendre un café dans leur salon. Tommy dit telle affaire, Jane répond telle affaire. Fait que là, j'écris le dialogue. Case 2, gros plan sur la tasse de café qui tombe sur le tapis du salon. Case 3, Jane crie mon tapis. Case 4, la scénarisation classique se fait comme ça. Puis là, le scénariste remet ça au dessinateur, puis là, lui, il suit les cases et tout ça. Mais dans les années 60, puis ça, c'était assez la façon de faire, là. Mais pour un paquet de raisons, entre autres parce qu'il y avait un paquet de séries, c'est pas vrai que je pense que Stan Lee avait le temps de faire se décortiquer toutes ces affaires-là sur toutes les séries. La méthode Marvel, c'était ni plus ni moins, puis ça, je pense que ça a beaucoup été développé avec Jack Kirby. Les deux se jasaient de l'histoire, grosso modo. Hey, qu'est-ce que tu en penses, telle affaire? Puis là, Jack répondait, ben oui, mais là, comment tu règles telle chose, tout ça? Fait que, tu sais, c'est un peu comme il jasait. Écoute,
l'histoire, elle va commencer que Tommy et Jane là, sont dans leur salon, ils prennent un café ou peu importe ce qu'ils vont en prendre, là, tu décideras. Puis là, après ça, il y a un gros monstre qui va rentrer dans le salon. Par quelle fenêtre? Tu décideras ça. Puis là, après ça, ils vont se sauver. Puis là, l'histoire va finir comme ça. Puis là, ils s'entendaient sur une trame narrative globale. Mhm. Jack Kirby, là, il partait avec ça, puis lui, il laissait aller son imagination. Ouais. Et il te faisait des planches absolument époustouflantes pour l'époque, parce qu'il a marqué son époque. Là. Mhm. Puis là, il renvoyait ça à Stanley. Fait que là, Stanley, il y avait des planches avec des dessins, avec aucun texte, avec rien. Et c'est là que Stanley écrivait les dialogues. Fait que lui, dans le fond, il partait de ce que Jack Kirby avait dessiné. Il se laissait inspirer par ça, puis il mettait les dialogues, puis les affaires, puis dans le fond, il embellissait le travail du scénariste. Fait qu'il faisait ça avec Steve Ditko sur Spider-Man. Plus ça allait, plus c'était comme ça. Je sais aussi qu'aujourd'hui, Donny Cates et Ryan Stigman fonctionnent de la même manière. Justement, pendant une des entrevues, c'est ça qu'il disait. Il dit, moi puis Ryan, il dit, on partageait le même cerveau. Il dit, je savais que j'étais capable d'y donner une idée, puis il pouvait la modifier à sa guise, puis quand il m'apportait, il dit, je savais que ça allait déjà être parfait. Il dit, c'était la manière Marvel qu'on fonctionnait, puis c'était ça, il dit. Pour résumer ce que tu viens de dire, c'est juste, je pitchais un scénario, puis lui, il s'occupait genre des arts. Il me ramenait ça, je faisais les textes, puis c'était exactement comme ça. C'est ça. Puis c'est pas tout le monde qui travaille comme ça, Non. évidemment, parce que la méthode Marvel, ça convient pas à tout le monde. Puis, tu sais, pour la méthode Marvel, ça prend vraiment, comme tu décris, La chimie. Une chimie. Okay? Je pense que Stanley et Jack Kirby avaient cette chimie-là, mais plus ça allait, plus cette chimie-là s'est perdue pour différentes raisons. Puis ça fait en sorte que, au tournant des années 70, à un moment donné, Jack Kirby a décidé de quitter Marvel. C'était quand? C'était quoi leur dernière collaboration qu'ils ont fait? Leur dernière collaboration, c'était Fantastic Four 106 ou quelque chose comme ça. Je n'ai pas le numéro exact, mais c'était vraiment là. Alors que, évidemment, Fantastic Four, ils ont fait ça ensemble. Avengers, Kirby a dessiné les premiers, il a dessiné les premiers Hulk, Thor, il était impliqué là-dedans. Jack Kirby était... On ne l'a pas surnommé The King pour rien. Oui, The Man, The Legend. Il a vraiment donné le style. Steve Ditko aussi, à sa façon, hein, il y avait un style très particulier sur Spider-Man et sur Doctor Strange. Mais c'est ça. Ils ont vraiment été les premiers. Mais on se voilera pas la face, JF, dans le sens que, tu sais, il y en a qui disent, ouais, mais Jack Kirby, c'est comme tout donner le mérite, puis tout ça. Mais d'un autre côté, nous aussi, là, quand on parle de Stanley, tu veux dire? Ouais, j'ai dit... Tu as dit Jack Kirby. OK, non, je voulais dire Stanley. Ouais. Mais tu sais, quand on parle de livres, exemple, le livre de Venom, on parle tout le temps de Donny Cates. On parle jamais de Ryan Stigman en tant que tel. On nomme tout le temps tu sais, Jonathan Hickman a créé les nouveaux X-Men. C'est tout le temps l'auteur qui est sur le front. Oui. Toujours. Fait que, c'est normal que Stanley ait été le gars qui est en avant, tu sais. Oui, tout à fait. Fait que, il y a un bout, tu sais, que tu as tout à fait raison, parce que ça venait avec son rôle, puis il a quand même été le maître d'œuvre, puis c'est lui qui... Puis, tu sais, Stanley, Marvel, tu sais, on associe la création de Marvel aux années 60, mais Marvel existait avant. C'est juste que c'était un nom différent. Tu sais, dans les années 40, c'était Timely Comics. Dans les années 50, puis c'était Magazine Management. Mais Stanley travaillait pour la boîte déjà avant les années 60. Puis Stanley était souvent l'espèce de type sur le bateau là, qui était là malgré contre-vent et marée. Ouais. Dans les années 50, quand ça allait mal pour les comics, là, Stanley... il fallait qu'il embauchait des gens, puis il fallait qu'il licencie des gens. Ouais.
à un moment donné, Mhm. il était tout seul pour faire les trucs qu'il avait à faire, pour écrire les westerns ou bon, peu importe. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il y a tout le temps eu Il y en cette aurait beaucoup qui présence-là. auraient lâché puis qui n'auraient pas été Ben, capables. Lui, tout à fait. Puis d'ailleurs, petite anecdote, la légende veut que au moment d'écrire Fantastic Four, parce que dans le fond, c'est Fantastic Four numéro 1 qui a lancé Marvel. Ouais. Dans ça, il ne se passait rien. Au moment d'écrire Fantastic Four, la légende veut que Stan Lee avait décidé de quitter Marvel. C'était fini. Ouais. Fait que là, Ok. son boss, parce que là, à ce moment-là, DC Comics venait de sortir la Justice League. Alors là, il y avait une équipe de super-héros, puis ça, dans les ventes, ça a été un gros succès. Hey, une équipe de super-héros qui réunit Batman, Superman, etc. Marvel était en train de se faire avoir par la compétition. Mhm. Fait que là, le big boss de Stan Lee, il a dit, là, trouve-moi une histoire pour compétitionner avec Justice League. Fait que la légende veut que Stan Lee est parti des bureaux, il s'en allait chez eux, puis il se disait, moi, là, c'est fini les comics. Parce que Stan Lee, il rêvait d'écrire des romans. Il rêvait d'écrire des romans à succès. Lui, il se voyait comme un romancier. Fait qu'il rêvait d'écrire des trucs à succès, puis là, il voyait bien que d'un comic, il ne se passerait rien. Puis la légende toujours, mais en fait, la légende, c'est Stan Lee qui a raconté ça, j'imagine. Il est arrivé chez eux avec... et son épouse lui a dit, ben Stan, pour une fois, là, Écris donc ce que tu veux. vu que tu t'en vas, là, Ouais. ben écris donc ce que toi, t'aimerais lire comme comic book. Mhm. Et ça a donné le succès de Fantastic Four numéro 1, puis de là a suivi Amazing Spider-Man, Hulk et tout le reste. Là. Mais il s'est passé quelque chose. Le premier Fantastic Four à l'été 1961, il s'est passé quelque chose. Là. Puis Stan Lee, en collaboration avec probablement Jack Kirby, parce qu'on ne sait pas trop qui venait de qui, les idées ou quoi que ce soit. Mais bon, Stan Lee a eu son mot à dire là-dedans. Là. C'est pas, faut quand même lui donner ça. Là. Mhm. Mais ça a été quoi ses idées? Ça a été quoi sa vision? Ça a été quoi le bout de Jack Kirby? Mais il reste que Stan Lee avait quand même une vision globale. Puis ce que cette équipe-là a amené, c'est 4 innovations, je vous dirais, qui ont vraiment révolutionné le monde du comic à cette époque-là. Et ces 4 innovations-là, elles se retrouvent dans les films aujourd'hui. L'humour, la famille. Pas du tout. La première innovation, c'est d'avoir des super-héros qui avaient des failles, des êtres imparfaits. Ouais, exact. Ça, c'est la première. C'est ce qu'on aime Fantastic Four, là. Exactement. Parce que la concurrence, là, Superman, il est parfait. C'est ça, c'est ça. Ouais. Batman, là, parfait. il est parfait. C'est le meilleur détective du monde. C'est Puis en plus, il est riche. Qui. Exact. Wonder Woman, le Flash, c'est l'homme le plus rapide du monde. Fait que DC Comics avait vraiment vraiment des super-héros. Il y avait vraiment là, l'archétype du super-héros parfait qui est vraiment illustré, symbolisé. Comme tous des dieux. Par Superman. Exactement. Ouais. Exactement. Comme des dieux. Là. On a vraiment là, la mythologie du super-héros américain est bien illustrée là. Stan Lee, lui, est arrivé, Marvel est arrivé, l'équipe et toutes les personnes qui ont participé au processus créatif sont arrivés avec des gens imparfaits. Les Fantastic Four, là, le premier comic, là, ça se chicane entre eux autres. C'était du jamais vu. À l'époque, c'était du jamais vu. Tu peux pas... Tu sais, quand la Justice League se réunissait, là, il n'y avait pas de chicane entre eux autres. Non. C'était... Mais là, les Fantastic Four, la chose qui se pogne avec la torche humaine, puis ci, puis ça. Toujours en train de... OK? Puis là, on voyait bien que, tu sais, Spider-Man, quand il est arrivé, là, ça pouvait être n'importe quel adolescent moyen américain qui pouvait s'identifier.
quand tu es un adolescent de 12 ans, 13 ans ou un jeune de 10 ans, comment tu fais pour t'identifier à Superman, un gars qui vient d'une autre planète? C'est un bon point, vraiment. Quand tu grandis dans un milieu défavorisé, là, comment tu fais pour t'identifier à Batman qui est. Puis je ne veux rien enlever, parce que je me suis quand même. On s'est tous identifiés à quelque part à ces personnages-là. Là, mais sauf que Spider-Man, l'adolescent névrosé, qui pogne pas, qui a de la misère à ci, ça, ben super-héros imparfait. Puis Spider-Man n'a jamais été présenté comme le meilleur grimpe-muraille de la planète. Ouais. Comme Flash de DC, c'est l'homme le plus rapide du monde. Ouais. Spider-Man, ça n'a jamais été présenté comme l'homme le plus collant sur les murs du monde. Je niaise, là, mais vous comprenez. C'est ça, Ouais. le meilleur, mettons, de peu importe du monde. C'est vrai. Non, c'était vraiment. Le jeune donc, qui rush tout le temps sa vie, il y a tout le temps de la misère, il y a tout un struggle. Exactement. Hulk, l'éternel incompris, les X-Men, qui étaient l'analogie par excellence de l'exclusion sociale, du racisme, etc. Il n'y avait pas ces thèmes-là qui étaient abordés chez la compétition, chez DC Comics. Donc, ces héros-là avec des failles, c'est l'innovation numéro 1 que Marvel a amené et Stan Lee à la tête dans les années 60. Et cette innovation-là, on la retrouve dans les films. Parce que dans les films, là, Tony Stark, là, il est loin d'être parfait. En effet. Même que bien des fois, là, il se prend-tu pour un autre? Puis Steve Rogers, là, il est bien smart, mais il est peut-être dur, hein? Ouais. Fait que tu mets ces deux-là dans la même pièce. Au niveau d'un scénario, c'est fantastique parce que tu mets ces deux-là dans la même pièce, ça va faire des flamèches. C'est clair. Fait que là, c'est ça, mais tout le temps d'apporter. En fait, là, c'est que, comme tu as dit, je pense que le point qui était le plus fort dans les personnages de Marvel, c'était vraiment à quoi ce personnage-là je peux me rattacher avec ma vie personnelle. Tu sais, je veux dire, comme Superman, tu ne peux pas, mais tu peux te rattacher par contre avec Clark Kent. Oui. Dans le sens, tu sais, bon, j'allais dire, c'est pas pareil parce que, bon, Clark Kent restait quand même super fort malgré tout, tu sais. C'est sûr que Clark Kent, il risque rien, tu sais, il reste invulnérable. C'est ça. Il peut juste pas courir autant qu'il peut, mettons, s'il joue au football. Tandis que Tony Stark, avec ses problèmes d'alcool, ou Peter Parker avec ses problèmes d'argent, la mort de Ben Parker, toutes t'as absolument raison. Où est-ce qu'on peut tellement mieux s'identifier à eux que... Fait que ça a été la première innovation de Marvel parce qu'à l'époque, c'était du jamais vu. La deuxième innovation de Marvel, c'est que tout se passe dans le réel. Je vous explique. Batman, il était à Gotham City. Oui. Superman, il est à Metropolis. Green Lantern, il est à Coast City. Toutes des villes que tu... Oui. Marvel, Flash est à Star City. Oui. Marvel, ça ça à New York. Ouais. Ça se passait à Brooklyn. Tu voyais la Statue de la Liberté. Tu voyais le pont. Le jeune New-Yorkais qui ouvrait un comic Marvel, il voyait son quartier dans le comic. Et ça aussi, c'était une innovation. C'était Stan Lee et compagnie ont dit ça va se passer à New York. Puis encore aujourd'hui. Si ça ne se passe pas à New York, si ça se passe à Washington, mais c'est dans notre monde. Puis aujourd'hui, c'est encore de quoi qui est justement quand que Spider-Man sur PlayStation était sorti, le PlayStation 4, il y avait un des animateurs d'un podcast que j'écoutais, il dit « Je peux me promener avec Spider-Man dans un jeu vidéo dans ma rue. » Ouais, c'est malade, ça c'est fou, là. Il dit « Je peux m'arrêter à ma fenêtre à moi, puis c'est là que j'habite. » C'est chez nous. C'est là que je travaille, c'est là que je vais faire mes commissions. Tu sais, c'est juste ça, c'est fou. Là. Puis moi, je me rappelle quand j'étais petit, puis qu'évidemment, j'achetais des comics, les rares fois là, qu'il y avait des personnages de Marvel qui venaient faire un petit tour dans une histoire de comics, qui venaient faire un petit tour à Montréal.
Ouais. Moi, là, Oui, Eh c'est vrai, oui. ça arrive. qui était montréalais, là, je tripais solide. Hey, Là. mais Moi, je à me chaque fois que ça rappelle, là, l'arrive, là, je suis excité. Je suis comme Ah! Québec, Montréal, là! ben, moi, je me rappelle là, quand, tu sais, une histoire de Spider-Man, que ça se passait, je ne l'ai pas lu à ce moment-là, je l'ai lu par après, mais ça se passait à Montréal, puis dans le temps de l'expo. Puis là, évidemment, bon, on va se le dire, là, les dessinateurs avaient mal fait leur recherche. Là, tu sais. À un moment donné, je pense qu'il y a une histoire de Spider-Man, puis c'est comme si les chutes Niagara étaient sa rive sud. Là. OK. OK? Là, bon, je pense qu'ils ont mal. Tu sais, aujourd'hui, il faudrait qu'ils. À l'époque, ils ne faisaient pas très bien leur recherche, là, mais c'était quand même sympathique là, de dire Ben oui. Hey, ça se passe à Montréal, etc. Mais le New-Yorkais, lui, il voyait ça tout le temps. Fait que ça a été la deuxième innovation de Marvel, de camper leurs personnages et leurs histoires dans le même univers que les lecteurs et lectrices à l'époque. La troisième innovation, c'est que tout cet univers-là était interrelié. Mhm. Fait que là, par exemple, tu voyais Spider-Man se balader au-dessus de Central Park en plein été, puis là, il y avait un gros tas de neige qu'il voyait, tu sais, en plein été, un gros tas de neige à Central Park. Et là, il y avait une note éditoriale qui disait, je dis n'importe quoi, là, mais c'est juste pour illustrer. Il y avait une note éditoriale qui disait Vous voulez savoir ce que cette neige-là fait en plein été à Central Park? Allez lire Thor 129. Puis ça, il n'y avait pas ça chez DC? Il n'y avait pas ça chez DC. Non, il y avait Ce qui se pas passait chez Gotham, ça restait chez Gotham. Ce qui se passait à Metropolis, parce que tout était des villes séparées. Alors que là, ben, il y avait vraiment une interconnexion des différents univers. Fait que des fois, il se pouvait se passer quelque chose dans l'univers de Thor, puis on en voyait des répercussions dans le comic de Fantastic Four dans le même mois, ou dans le comic de Spider-Man dans le même mois. Tout ça était interrelié. OK. D'ailleurs, et voilà, c'est une autre des innovations qui a été amenée dans les films. Oui. Ben exactement, ben oui, big time aussi. Un gros merci pour vos follow, Fred puis Jixi TV. Merci, guys. Yes, merci. Fait que dans les films, et ça, c'est la recette Marvel qui a été transposée dans les films, et avec un grand succès, parce que ce que les studios Marvel ont fait au cinéma, c'est du jamais vu, là. D'avoir vraiment un film qui introduit un autre, puis les univers interreliés, etc. Ils ont fait au cinéma ce qu'ils font dans les comics depuis le début des années 60, carrément. Mhm. Mais ça En vient... fait, ils ont réinventé un cinéma qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes se plaignent parce qu'ils ne sont pas à la hauteur des Avengers, ne sont pas à la hauteur de Marvel. Ah ouais, mais ton projet, j'aurais aimé ça que ça soit comme Marvel, tout étant connecté ensemble. Puis, il y a des studios, des fois, qui essaient d'en faire comme ça. Puis, c'est pas tout le temps pareil, tu sais, mais c'est parce qu'on dirait que la nouvelle saveur du jour, c'est ça. C'est ça, oui. Ça a du bon puis du moins bon, tu sais, parce qu'il ne faudrait pas que tout ressemble à Marvel. Non, non. Tu sais, le prochain Dune là, de Denis Villeneuve, j'espère qu'il ne ressemblera pas à un film de Marvel. Ben, il y a déjà Drax dedans, c'est un bon début. Oui, c'est ça. Mais il y a Aquaman aussi. Aquaman. Oui, c'est vrai. Thanos. Mais, ouais. Oui, ils sont tous là. Ouais. Mais il faut qu'il y ait de la place pour ce genre de film-là, comme bien d'autres films. Mais en même temps, c'est sûr que c'est une recette qui a rapporté énormément d'argent. Là. Mais en fait, ils ont transposé au cinéma les innovations qui ont été amenées dans les comic books à partir des années 60. Puis même à partir de là, JF, ça n'a pas tout le temps été rose-rose, dans le sens, même s'il y a eu de l'innovation puis tout ça, que les Fantastic Four ont marché, le Spider-Man a fonctionné, il est quand même arrivé un moment dans l'histoire de Marvel où est-ce que ça a pris, pas une débarque, mais c'était borderline de la faillite, là. Ben, en fait, il y a eu deux moments comme ça. Il y a eu les années 70 ont été difficiles chez Marvel. Il y a eu des difficultés financières là, puis les années 90. Mais les années 60, c'était déjà difficile. OK.
OK? Ben, sûrement parce que s'il allait virer Stanley. Ben, Stanley, lui, il allait quitter, puis, mais bon, finalement, il est resté, là, évidemment. Mais il n'y avait pas grand monde qui travaillait sur les comics, hein. Puis d'ailleurs, ça, c'est une quatrième innovation que Stanley a amenée. Ça, je pense que c'est vraiment lui qui l'a amené. C'est ce qu'on appelle le bullpen, l'équipe de rédaction. Il créait cette espèce de proximité-là avec les lecteurs. Il interpellait les lecteurs sur les couvertures. Tu ouvrais la page, puis il interpellait les lecteurs juste dans la façon, dans le ton. Euh, on n'avait pas de comique à l'époque qui s'adressait aux lecteurs. Superman ne s'adressait pas aux lecteurs. Le scénariste de Superman ou Batman, il ne s'adressait pas aux Il lecteurs. comptait son histoire. Mais Stanley et compagnie avaient une façon de dire au lecteur, hey, dans cette histoire-là, là, assis-toi comme faut, parce que dans cette histoire-là, tourne la page, tu vas en avoir pour ton 12 cents. Wow, OK. C'est ça, c'était comme un hype. Oui, Oh, il y ouais. avait vraiment quelque chose. Puis là, il gérait ça comme s'ils étaient une salle de rédaction d'une trentaine de personnes, alors que la salle de rédaction de Marvel, au début, c'était Stan Lee, Jack Kirby, Don Heck, Steve Ditko. Puis après ça, il y a eu d'autres artistes là, qui sont. Mais Marvel était tellement pas à la vogue, à la mode à cette époque-là. Les comics, puis ça, je vous l'avais déjà dit dans une autre conversation, mais c'est pas tout le monde qui sait que dans les années 60, pourquoi Marvel était obligé de faire cohabiter deux super-héros dans le même comic? Oui. Parce que c'était pas tous les super-héros qui avaient leur comic, là. Doctor Strange était obligé d'être en colocation avec la Torche Humaine dans Strange Tales, puis après ça avec Nick Fury. Dans Tales of Suspense, Captain America cohabitait avec Iron Man. Parce qu'à ce moment-là, vu que Marvel était considéré comme... C'était DC Comics, la grosse compagnie, et la distribution, le distributeur principal des comics, appartenait à DC à l'époque. Alors, Marvel était distribué par leurs concurrents. Carrément. Ouais. C'est fou de penser à ça, mais Marvel, dans les années 60, était distribué par une filiale à quelque part de DC Comics, et le contrat de distribution limitait le nombre de titres Marvel à... Il ne pouvait pas dépasser tant de titres par mois. Fait qu'à ce moment-là, l'équipe de rédaction, ce qu'ils ont fait, OK, pour respecter notre quota, on veut avoir le plus de super-héros possible. Donc, ils mettaient deux super-héros dans le même comic, 10 pages de un, 10 pages de l'autre. Et c'est pour ça qu'on a eu des Tales of Suspense, Tales to Astonish, Astonishing Tales, Journey into Mystery, Strange Tales et tous ces trucs-là. OK. Puis, en 1968, là, les ventes étaient tellement fortes parce que là, Marvel, vraiment, là, prenait son air d'aller. Là, il y avait une position de force pour renégocier les conditions de distribution. Et c'est là que le plafond du nombre de titres a sauté. Puis le distributeur voyait bien qu'il y avait un coup d'argent à faire avec les comics Marvel. Fait que là, c'est à partir de 1968 que Captain America a eu sa propre série, Iron Man, Hulk, etc. Okay. Et là, ça a continué comme ça. Là. Il y a eu cet envol-là, mais dans les années 70, ça a recommencé à baisser pour un paquet de raisons. Il recommençait à avoir des difficultés financières à ce moment-là. Les ventes allaient moins bien, mais ça, c'était le cas dans l'ensemble de l'industrie. Ça ne touchait pas juste Marvel. Okay. Chris Claremont, ce que tu racontais tout à l'heure, oui, ils n'étaient pas beaucoup. Non, même il y avait une anecdote qui disait, il dit, j'ai envoyé mon CV pour Marvel, puis c'est Stanley lui-même qui m'a dit, écoute kid, je peux pas te payer, j'ai pas l'argent en ce moment pour te payer. Puis Chris Claremont qui dit, j'ai pas besoin que tu me payes en ce moment, j'ai besoin de crédit pour mon école.
Puis il a dit, ben écoute, si c'est juste pour des crédits, il n'y a pas de problème, tu peux venir. Fait que au début, Chris Claremont n'était même pas payé pour commencer qu'est-ce qu'il faisait. Il co-travaillait là avec d'autres auteurs. Puis ben là, à un moment donné, il a eu son propre contrat puis il a été engagé officiellement. Mais tu sais, c'est des petites histoires de même que tu te dis, tu sais. Ouais. On soupçonne pas ça. Non, Il a non, bien vraiment pas. il a bien fait d'y aller, puis pas juste de penser à l'argent à Oui, court terme. non, c'est ça, Ouais. c'est ça. Ouais, Mais tu sais, tout à fait. c'est une belle histoire aujourd'hui qu'on peut raconter, mais tu sais, c'est pas rose-rose, là. Oui, tout à fait. Puis il faut dire aussi que plus les années avançaient, autant Stanley était très présent dans les années 60 et tranquillement, pas vite, c'est même s'il était encore considéré comme le rédacteur en chef, là, c'était quelqu'un qui commençait tranquillement, pas vite à quitter le navire. Parce que Stanley avait beaucoup d'autres intérêts. Et un des intérêts de Stanley, c'était de percer à Hollywood. C'était que les super-héros... Fait que Stanley, là, c'était vraiment... Il rêvait de travailler à Hollywood. Il rêvait que c'est... Fait qu'à un moment donné, il mettait beaucoup d'énergie là-dessus. Il délaissait il laissait les choses entre les mains de d'autres personnes. C'est à cette époque-là qu'il commençait à faire l'animation aussi. Tu sais, il faisait, Ben, son l'animation, PR. c'était dans la deuxième partie des, tu sais, en 66, 67, Ok, là, il a commencé à avoir ces trucs-là. ok. Puis dans les années 70 aussi, il y a eu tout un essor de la télévision américaine. Hein. Ouais. Les séries télévisées, c'était très populaire. Puis Ma d'ailleurs, sorcière bien-aimée, tout ça, là. c'est ça. Puis c'est là aussi qu'on a vu les premiers super-héros à la télé. Wonder Woman. Puis là, ben, Stanley a commencé vraiment, il voulait mousser pour que les héros Marvel arrivent à la TV ou au cinéma ou quoi que ce soit. Fait que ça fait en sorte que Stanley, puis avec le départ de Jack Kirby au tournant des années 70, ça a donné quand même un pas pire coup à l'équipe éditoriale Marvel. C'est qu'à un moment donné, là, c'était qui la relève? Stanley, il est quasiment plus là parce qu'il essaye, il est plus souvent qu'autrement en Californie à essayer de créer des contacts pour Hollywood. Ouais. Je vous résume ça, là, parce que ça ne s'est pas fait. Ouais. Jack Kirby n'est plus là. C'est sûr qu'il y avait des scénaristes là, comme Jerry Conway, il y avait des dessinateurs comme John Buscema qui arrivaient, Jim Steranko, qui ont tous fait leur nom tranquillement pas vite. Jim Starlin est arrivé aussi là, au début des années 70. Mais il y a comme eu une espèce de vide momentané, puis en même temps, ben, la télévision, etc., il y a comme eu comme un ralentissement du comic book en général. Et ça touchait pas juste Marvel, ça touchait DC. Mais Marvel, ça touchait quand même certains titres. X-Men, au début des années 70, là, ça ne fonctionnait plus. Là. Même qu'à un moment donné, X-Men, le mensuel faisait des rééditions des vieilles histoires des années 60. Fait que pendant un certain temps, X-Men, dans les années 70, c'était des rééditions de... Fait que tu achetais le comic X-Men numéro 78, là, je dis n'importe quoi, mais tu n'avais pas une nouvelle histoire, tu avais une vieille histoire qui avait déjà été publiée auparavant. Daredevil était rendu publié à chaque 2 mois. Fait que tu avais 6 histoires de Daredevil dans une année. Iron Man a été publié à chaque 2 mois pendant un certain temps dans les années 70. Fait que c'est sûr qu'au lieu de canceller la série, ils disaient bon, ben, on va mettre moins d'énergie là, puis. Ouais, c'est sûr que pour nous, aujourd'hui, ça fait, bon Dieu, ça a donc bien pas de sens parce que, tu sais, quand t'en as un par mois, c'est parce que c'est un event ou de quoi de même, tandis que des issues, t'en as un par semaine ou quelque chose qui s'apparente à ça. Fait que, tu sais, d'entendre ça 1 ou 2 mois, tu te fais, mon Dieu, tu sais, voyons donc, ça n'a aucun sens, mais peut-être que dans le temps, c'était comme un petit peu plus normal. Oui, puis c'était une façon de maintenir. C'était ça où il arrêtait la série, il ne voulait pas arrêter la série pour un paquet de raisons. Fait, vous voyez un peu qu'il y a eu ce ralentissement-là. Puis là, après ça, ben, il a recommencé à avoir ce que j'appelle des... j'ai juste le terme anglais, là, des game changers, des comics qui ont changé la donne un peu. C'est sûr que, je vais vous en montrer un qui a...
Hein, quand on parle des vieux comics des années 60, où est-ce que le Doctor Strange était obligé d'être en colocation dans le même comic avec la Torche Humaine. Avec Human Torch. Ouais, ok. Ouais, c'est ça. Ben, ça, c'est un bon exemple. Exactement. Ça, c'est un Ouais, bon super exemple bon de exemple. la réalité. Ça, évidemment, c'est pas la copie originale. Ouais, c'est ça, je me dis. Oh! Ça a été quelque chose qui a marqué les années 70. Ouais, puis ça, c'est écrit par Chris Claremont. Non, C'est ça? Non, même pas celle-là. Ah, pas celle-là. non, ça, c'est à ce moment-là, le Giant Size X-Men, c'est Len Wein qui avait écrit ça, si ma mémoire est bonne. Ok. Mais je vais vous le confirmer parce que des fois, la mémoire est... Non, Chris Claremont, ça a plus été dans les années Chris Claremont, 80. non, Chris Claremont est arrivé pas longtemps après, mais Len Wein est vraiment arrivé avec... on fait une Le nouvelle équipe reboot. de X-Men, une Ça. espèce de reboot. Ouais. Le premier reboot de l'ère moderne, Ouais. parce qu'il y en a eu plein d'autres après. Ouais. Mais on crée une nouvelle équipe des X-Men. Il est allé rechercher un personnage qui était arrivé quelques mois plus tôt, Wolverine dans Hulk, qui a fait un tabac. Ouais. Il est allé chercher des nouveaux personnages, etc. Et ça a vraiment été un grand succès. Et là, il y a quelque chose qui s'est passé là. Quand Frank Miller est arrivé sur la série Daredevil, à ce moment-là, Daredevil n'allait nulle part, était publié à chaque 2 mois. Mais Frank Miller, à la fin des années 70, il a donné une touche beaucoup plus adulte. Et là, on a commencé à voir dans les années 70 une touche un peu plus adulte, entre guillemets. Un peu plus, oui. C'est comme si là, les comics suivaient l'évolution des lecteurs et lectrices. Ouais. Dans les années 60, on n'aurait pas pu voir un Tony Stark alcoolique. On n'aurait pas pu, pour toute une sorte de raisons, on n'aurait pas pu voir ça. C'est vraiment à la fin des années 70, au tournant des années 80, on a pu voir ça. Daredevil, avoir des thèmes vraiment beaucoup plus matures, de pègre, de crime organisé, de ninja, bon, c'est sûr que mature avec ninja dans la même phrase, ça fait... Non, mais la main, les sabres... Mais il y avait... Exactement. C'était pas drôle, là, les histoires de Daredevil. Là. Il n'y avait pas de quoi rire là-dedans. Là. Fait que Frank Miller a vraiment amené un univers, quelque chose de très sombre. Parce qu'auparavant, si vous lisiez des vieilles histoires de Daredevil des années 60, ça a mal vieilli. Ça a mal vieilli. Ah oui, vraiment. Là, c'était loufoque là, par moment. Là. Ça ne tenait pas la route. Là. Fait que Frank Miller est vraiment arrivé avec quelque chose. Des vieilles histoires des X-Men des années 60, à mon avis, ça a très mal vieilli. Alors que quand Giant Size X-Men est arrivé, mais là, il y avait comme un changement de ligne éditoriale dans les années 70. Même si on voyait Stan Lee Presents, Stan Lee n'était plus vraiment là. Non. Okay? Il y avait un titre là, de facto, mais c'était vraiment l'équipe éditoriale de l'époque. Puis, à partir de la seconde moitié des années 70, il y a quelqu'un qui est arrivé chez Marvel qui s'appelait Jim Shooter, qui a été un personnage très controversé parce qu'il n'était pas toujours facile à vivre. Il y a bien des dessinateurs et scénaristes qui pourraient nous le dire. Mais en même temps, il a donné une ligne éditoriale à Marvel. Puis avec... il a donné le feu vert à des thématiques beaucoup plus adultes à ce moment-là, qui ont donné comme un autre souffle à tous les super-héros Marvel à ce moment-là. X-Men, ça se vendait bien. Daredevil, ça se vendait bien. Spider-Man, ça s'est toujours bien vendu. Puis là, il y avait vraiment là, un nouvel engouement des comics. Et là, on se sortait tranquillement pas vite de la misère des années 70 parce que par moments, c'était vraiment pas facile les années 70 pour Marvel. Et là, ça nous a amené dans les années 80 où Marvel continuait à surfer sur cette énergie-là. Puis en même temps, Marvel a commencé à créer des espèces de synergies qu'on voit aujourd'hui. L'espèce de synergie comique, jouet, télévision. OK.
Marvel est allé chercher la licence de la Guerre des Étoiles. Ouais. Fait qu'au même moment qu'on avait les films de Star Wars au cinéma, ben Marvel a eu la présence d'esprit d'aller chercher la licence de Star Wars, puis Marvel publiait les comics de Star Wars dans les années 80, pendant qu'on avait les films Empire Strikes Back, Return of the Jedi. Fait que les autres, ils ont surfé. Ils ont surfé sur la vague. Ils sont allés chercher. Fait qu'évidemment, là, tu allais voir le film au cinéma, tu avais les jouets. C'était pas Marvel qui avait les droits sur les jouets, mais il y avait cette synergie-là. Puis tu avais les comics. Tu pouvais. Si, là, parce que dans ce temps-là, il y avait 3 ans d'écart entre chaque film. Ben, au moins, en attendant la suite de l'épisode, la suite du film, ben, tu pouvais lire des comics sur Star Wars, puis voir un peu. Puis comment Marvel avait écrit les comics, il avait vraiment incorporé les films dans leur façon de faire. Fait qu'à un moment donné, les premiers comics de Star Wars, c'était le premier film. Puis après ça, on apprenait qu'est-ce qui se passait avec les personnages suite au premier film. Après ça, toujours dans les comics, on a mis Empire Strikes Back. Puis après ça, la suite de tout ça, ça avait été incorporé. Même chose, le premier gros crossover de l'histoire des comics, en même temps que parce que DC faisait un gros crossover à l'époque, Marvel's Super Hero Secret Wars. Ouais! Ça a été le premier gros crossover. C'est le premier gros événement. C'est dans ce comic-là, là-dedans, que ce qui allait devenir plus tard Venom est apparu pour la première fois. Hein, en 84. Sur la planète du Beyonder, Spider-Man, qui a son costume, tout magané, il voit une machine, puis là, il voit qu'il peut se fabriquer un costume, puis sans le savoir, ben, il ne sait pas qu'il vient de se choper un symbiote. Mais bon. Mais l'origine de cette histoire-là, c'était un contrat, c'était pour vendre des jouets. Ouais, c'était d'abord et avant tout un contrat de jouets qui a amené... fait que le but, c'était de faire un comic qui va permettre de vendre des jouets. Marvel est allé chercher la licence de G.I. Joe. Il y avait des jouets, il y avait une série TV de G.I. Joe. Même chose avec Transformers. Ouais, ben, tout marchait comme ça, les Tortues Ninja, tu sais. C'était une télésérie qui était basée sur comment on va vendre ces jouets-là. C'est ça. Fait que là, puis parallèlement à ça, ben, puis là, j'ai sauté une étape, mais à la fin des années 70, ben, Stan Lee a réussi partiellement son pari parce que là, on a vu Hulk à la télévision. Oui. Le tribunal, c'était quoi? C'était toute la série télévisée qui a duré quelques saisons, là, L'incroyable Hulk, en français à ce moment-là, avec Lou Ferrigno, qui est vraiment un chic type. Là. Si au Comic-Con de Montréal, vous avez l'occasion de parler à Lou Ferrigno, c'est quelqu'un absolument... Quand il y a un Comic-Con de Montréal, il est tout le temps très avenant, puis il donne souvent des entrevues à Chaume FM d'ailleurs. Il y a eu Spider-Man à la télévision qui était vraiment épouvantablement mauvais. Mais c'est ça que mon père à l'époque, tu voyais quand même Spider-Man sur le bord d'un édifice, puis avec les moyens technologiques de l'époque. Ça devait rester impressionnant quand même. Là. Ben oui, mais ça n'a pas duré longtemps. Jeune de cette époque-là. Oui. Fait que mais ça n'a pas duré longtemps. Là. Hulk a vraiment eu plus de succès. Là. C'était à cette époque-là qu'il y a eu les films de Fantastic Four? Les films... Il y a eu un film de Fantastic Four que je n'ai pas vu, mais un vieux film là, avec le col roulé blanc. Ça, c'est le milieu des années 90, ça. 80... Ça, oui. Oui. Ah, OK. Oui. Un film qui n'a jamais été au cinéma puis qui se trouve en copie pirate. Je pense que ce film-là a amené a redéfini le mot mauvais. Non, mais c'est peut-être ça aussi qui porte poisse à tous les films de ce Fantastic Four. Oui, il y a quelque chose là. Mais à l'époque, il y avait même eu un film, un téléfilm de Doctor Strange. À l'époque, il y a eu un téléfilm. Il y a eu 2 téléfilms. Non, un téléfilm de Captain America.
avec Ouais. un bouclier transparent. Transparent, puis Oui, son casque de transparent. moto. Un là. casque de moto. Ouais. Parce que là, Hollywood était comme des comics, c'est bien beau, mais nous, on connaît la recette, puis ça va fonctionner comme ça. Bon, avec le Eh recul, oui. C'est comme on- le fameux film de Howard the Duck. Il y en a qui c'est encore leur film préféré de Marvel. Ah, il était bon ce film-là. C'est ça, c'est ça. je dis. Mais c'était à des époques où c'est pas Marvel qui avait les pleins pouvoirs sur ces films-là. C'était vraiment les studios de cinéma qui avaient les pleins pouvoirs. Fait que Stan Lee était producteur exécutif, mais c'était un producteur qui avait, au final, pas tant de choses à dire là, que ça. Mais il y avait ça en parallèle là, dans l'univers. Mais il reste que c'était principalement les comics qui se vendaient à ce moment-là. Puis Marvel a continué de se développer dans les années 80 avec plein de séries, avec plein de trucs. Puis là, ça nous a amené dans les années 90 où Marvel continuait à être numéro 1 au niveau des ventes. Et là, il y avait des nouveaux artistes qui sont arrivés, dont Todd McFarlane. Quand il est arrivé sur Spider-Man, il a vraiment amené un nouveau look sur Spider-Man. D'autres artistes comme Jim Lee, Rob Liefeld, il y a plein de jeunes artistes qui sont arrivés. Et ces jeunes artistes-là étaient assez conscients, Todd McFarlane en tête, était assez conscient de leur talent et ils étaient assez conscients qu'ils aidaient à faire vendre des comics. Exact. Parce que là, au début des années 90, là, on avait des Spider-Man qui se vendaient à coût de millions d'exemplaires. On avait X-Men, le X-Men 1 qui a été dessiné par Jim Lee, là, la nouvelle série X-Men du début des années 90. Ça avait un tirage là, d'au-dessus d'1 million d'exemplaires. Fait que là, à un moment donné, ça c'est une autre légende contemporaine, urbaine, mais les légendes tiennent tout le temps leur... Il n'y a jamais de... Oui, c'est ça. Il y a tout le temps quelque chose, mais quand tu avais là, le rédacteur en chef qui disait à Todd McFarlane, écoute, j'aimerais mieux que tu fasses telle affaire, Todd McFarlane qui répondait, écoute, grâce à moi, Spider-Man se vend en haut d'1 million d'exemplaires. C'est ça. Je vais bien faire ce que je veux. Ouais. Le gros bout du bâton. Fait que, puis là, évidemment, ça créait des frictions là, avec ces jeunes artistes-là. Puis Todd McFarlane n'avait pas tout à fait tort non plus. Là. Il y avait comme quelque chose qui n'était pas reconnu par les maisons d'édition. Il y avait une reconnaissance des artistes. Et ça, c'était vrai au début des années 90, c'était vrai dans les années 80, c'était vrai. Parlez-en à la famille de Bob Kane, de Joe Shuster puis Jerry Siegel qui ont créé Superman, Jack Kirby, tous les artistes que leur création a fait vivre et font encore vivre des grandes corporations puis des grandes maisons d'édition. Ben, c'est sûr qu'au début des années 90, ben là, il y avait des artistes qui disaient « Attends une minute, là. Je suis en bonne partie responsable des succès de ce comic-là ou de ce super-héros-là. Ben, tu vas me donner une reconnaissance qui vient avec puis une paye qui vient avec. » Et ça fait en sorte que Image Comics est venu au monde. Exact. Toute ta gang-là se sont réunis. Ouais. Exactement. Todd McFarlane a dit « Ouais, c'est comme ça, je m'en vais. » Puis il y a d'autres artistes, c'est des artistes qui ont créé Image Comics. Et l'élément déclencheur, ça a été à quelque part les frictions et la non-reconnaissance. C'est plus complexe que ça. Là. Je suis conscient que je simplifie les affaires. Ouais. Mais il reste que l'élément déclencheur. Si Marvel avait... Et si Marvel et Todd McFarlane s'étaient si bien entendus que ça, je pense pas que Image Comics aurait vu le jour en 1992 avec Spawn et Savage Dragon et tout ça. Là. OK? 92, 93. Mais en même temps, les gars aussi avaient un esprit entrepreneurial puis ils se sont dit... Oui, tout à fait. Puis go, on le fait, là.
pourquoi pas? Il y avait les guts puis le talent pour le Ouais. faire. Mais dans les années 90, on a vu comme une espèce de changement de paradigme dans les comic books, où là, c'était vraiment la place était laissée aux artistes et c'était comme un peu comme des films d'action où ça prend tout le temps le plus gros effet spéciaux, puis l'explosion de plus en plus grosse. Et les comics des années 90 commençaient à ressembler. C'était vraiment là, fallait que les dessins, fallait que tu ouvres le comic puis que les dessins te pètent au visage, là. Puis là, c'était vraiment là, avec des trucs complètement disproportionnés et tout ça. Et là, s'il y avait des tirages absolument époustouflants, il y avait des gadgets là-dedans. Là, c'était le début des couvertures variantes. Ouais. Là, tu avais la couverture. Moi, c'est mes années, ça, les années 90. Tu avais plein d'affaires. Oui, exactement. Tu avais plein d'affaires. Puis là, il y a eu toutes sortes d'histoires abracadabrantes parce qu'on cherchait tout le temps l'affaire ou le truc qui va faire vendre, puis qui va. Puis là, ça a fait une bulle, une bulle, une bulle, une bulle. Puis là, le moment que tu parlais tantôt, Maxime, 96-97, là, Marvel, là, ça a passé à 2 doigts d'être fini. Incroyable. Là, ça. Boum, jour au lendemain. Ça a vraiment comme si là, l'espèce de bulle, comme une bulle de spéculation, a éclaté. Les ventes, de toute façon, les ventes étaient en chute libre depuis un certain temps. Il y avait de plus en plus de compétition. Là, Marvel essayait de se démarquer, DC se démarquait. Et DC Comics s'est démarqué avec la mort de Superman. Ouais, Batman qui se faisait briser le dos par Bane. Là, on avait là, Image Comics aussi, que ça allait super bien avec Spawn et tout. Tout à fait. Puis là, Marvel, c'était qui les gros vendeurs? C'était Deadpool, c'était Punisher, c'était Ghost Rider. Fallait tout le temps que ça soit de plus en plus violent, mean, badass, qui se passe de quoi. Puis malgré les animated series, que moi, dans mon temps, j'en manquais pas un. Là, les X-Men Animated Series, j'en manquais pas un. Je regardais toujours le Spider-Man Animated Series. Fait que malgré toute cette mousse-là, ça n'a pas levé. Ça a levé pendant un certain temps, puis après ça, ben... La vente de jouets aussi dans ce temps-là, fin 90, c'était là vraiment que les jouets ont commencé... Ben, c'est ça. Avec Toy Biz. La première partie des années 90, là, l'espèce de montée, puis après ça, il y a eu comme un désintérêt. Puis ça a été généralisé dans le monde de la collection, hein, parce que dans les cartes de hockey, ça a été le même phénomène. Ah ouais, OK. N'importe quel collectionneur va vous dire les cartes de hockey des années 90, ça n'a pas beaucoup de valeur parce qu'il y en a eu tellement. Ouais. Pour qu'il y ait une valeur, il faut qu'il y ait une rareté. Oui. Ben, c'est ça. La demande. Fait que là, c'est quoi? C'était la même affaire aussi avec les figurines? Il en faisait trop? Ben ça, il en faisait trop, mais je suis moins connaissant au niveau des figurines, mais tout était plus. C'est comme si les comic books étaient gonflés à la testostérone, plus. Puis à un moment donné, ben, quand ça s'est désintéressé pas à peu près. OK. Fait que là, des titres qui vendaient à coût de 800 000 copies, 1 million, etc. Maintenant, on ne voit plus ça, là, un comic, un best-seller dans le monde du comic book maintenant. Un comic qui vend 100 000 copies, c'est un très bon comic. Aujourd'hui? Aujourd'hui, oui. Puis on parle de millions, mettons comme X-Men. Spider-Man de McFarlane, les premiers Spider-Man, il y avait un gros tirage, là. Incroyable. Fait qu'il y a vraiment eu quelque chose. Puis là, puis entre vous et moi, ça, c'est ma critique très personnelle. Quand on regarde les comics des années 90 de plus près, les histoires n'étaient pas si bonnes que ça. OK. Malgré, mettons, pour les X-Men, tu avais le Dark Phoenix, tu avais... Ben, le Dark Phoenix, c'est les années 80. OK, à la fin. C'était vraiment plus... Fait que les années 90, c'était
Les années 90, premièrement, c'était très dur à suivre pour les X-Men parce qu'il y avait tellement de X-Men que ça te prenait quasiment un cours universitaire pour lire un comic des X-Men. OK. Je caricature, mais à peine. Ouais. Fait que, à un moment donné, c'était too much. Il y avait trop d'affaires. Puis là, les dessins avaient beau être absolument écœurants, la mise en page, etc. Mais les histoires n'étaient pas si bonnes que ça. Fait que là, à un moment donné, je pense que ça l'a joué contre les comics dans les années 90. C'est qu'à un moment donné, un bon comic, c'est d'abord et avant tout une bonne histoire. C'est sûr qu'une bonne histoire mal dessinée, ben, ça va moins vendre qu'une bonne histoire bien dessinée. Parce que moi, ça m'arrive, ça. Tu sais, des fois qu'on va me recommander un comics, puis là, je regarde les dessins, je suis comme, ah, c'est tellement pas mon style, pis c'est bizarre. Fait que là, je serais même pas capable de continuer comme 4-5 pages. Ça me fait sortir complètement que le dessin, ils sont pas de mon goût. Tout à fait, mais à la base, un bon comic, c'est d'abord et avant tout une bonne histoire. Ouais. Tu sais, si les films Marvel là, qu'on a vus dans les dernières années, les histoires n'étaient pas bonnes, je pense pas qu'on en parlerait de cette façon-là aujourd'hui. Non, c'est sûr. Absolument. Okay? C'est sûr. Même si la cinématographie est écœurante, la qualité de l'image, etc., mais a priori, c'est une bonne histoire. Puis je pense que dans les années 90, c'est ça qui a fini par arriver. Puis là, Marvel avait de plus en plus de difficultés financières. Il y a eu des problèmes de distribution. Là, ça devient très complexe, mais pour toutes sortes de raisons. À un moment donné, Marvel était vraiment très proche de la faillite. Et là, ils ont réduit les comics, ils ont réduit l'équipe éditoriale, ils ont vraiment fait un paquet de coupures. Ils ont fait des tentatives pour essayer de remettre les super-héros à l'avant-plan. Repartir des séries au numéro 1, parce que c'est sûr que quand tu lis Spider-Man puis que tu es rendu au numéro 440, pour un nouveau lecteur, c'est un peu dur d'embarquer au numéro 440 quand tu n'as pas lu les 439 premiers numéros. Même chose ça pour décourage, Captain America. OK. Fait que là, il y a eu comme une espèce de mouvement. Puis, au tournant des années 2000, il y a eu un changement éditorial chez Marvel et le nouveau rédacteur en chef, à l'époque, il s'appelait Joe Quesada. Oui. Ben lui, il faut y donner ça. Lui, il est vraiment parti de la prémisse. Un bon comic, c'est une bonne histoire. Ouais. Fait que là, au début des années 2000, où à peu près, il n'y avait plus de courrier des lecteurs, il n'y avait plus... Là, c'était vraiment... Il n'y avait plus rien de ça. Là. Toute l'équipe éditoriale, de courrier des lecteurs, tout ça, s'était coupé. Pour vraiment dégager le plus de ressources pour juste sortir des comics. Il n'y avait plus là, de gadgets, là, le comic qui glow in the dark ou le comic avec tel effet spécial. Non, c'était vraiment, on revenait à la base. Et Joe Quesada est allé chercher, des gens qui étaient reconnus pour leur qualité de scénaristique. Il est allé chercher des gens en dehors du monde des comics. Bonne idée, ça. Puis il est allé chercher des nouvelles figures, des nouveaux scénaristes. Il y avait des anciens scénaristes, mais il est allé chercher des nouveaux scénaristes. Dont Brian Michael Bendis. C'est ça. Dont Brian Puis on a quelqu'un dans le chat, justement, Fred, il demande ça, c'est l'époque, justement, des Ultimate Comics aussi. C'est au début des années 2000, c'est là qu'il y a eu que Ultimate Spider-Man est arrivé, suivi de The Ultimates, écrit par Mark Millar. L'équivalent des Avengers. Ultimate Fantastic Four, qui était... The Ultimates, c'était les Avengers. Tout ça est arrivé à peu près en même temps. Et d'ailleurs, à la fin des années 90, Marvel, pour faire de l'argent, c'est là que Marvel a commencé à vendre ses licences à des studios de cinéma. C'est là que, dans les années 90, c'est là que Sony a pris... ça faisait des années là, que Stan Lee et compagnie essayaient de trouver un studio pour faire un Spider-Man. Il y a eu... Puis là, à un moment donné, Sony... Marvel a vendu les droits ou a octroyé les droits de Spider-Man à Sony.
Ça, X-Men JF, à Fox, etc. Puis on va... ouais, ça, je veux avertir ces auditeurs à ta prochaine visite, Ouais, qui est pour le mois de novembre. Nous autres, on kick le mois avec toi, qui va nous parler justement là, de ça, là, les droits de Spider-Man et tout ça. pour Fait les... que, Ouais. On va parler ouais. en masse des films aussi parce qu'on se prépare Exact. pour No Way C'est ça. Home. Exact. Fait que puis ça va être JF qui va vous starter notre fameux marathon avec ça. Puis on va revenir là, avec les dates au courant des prochaines semaines. Mais fait que ouais, ça, JF, on va pouvoir vraiment en parler en profondeur, mais continue avec ton histoire de C'est Marvel. ça. Puis là, à ce moment-là, Marvel a octroyé des droits pour aller chercher des sous. Fait qu'ils ont octroyé des droits pour Daredevil, Hulk, X-Men, Spider-Man. Puis en faisant ça, ils ont perdu, parce que là, X-Men, qui est sorti au début des années 2000, puis qui a été... qui a Un changé bon la film. donne, qui a Ouais. changé la donne avec vraiment pas un gros budget, mais c'est pas Marvel qui a été l'architecte de ça. C'est vraiment les studios de Fox. Qui faisaient ça, bon, etc. Mais là, Et que Kevin Feige était présent en plus durant ces oui, il films-là. commençait à faire ses premières armes avant de devenir qui est devenu maintenant. Mais au niveau des comics, Joe Quesada a vraiment mis le focus sur les scénarios et les bonnes histoires. Et là, c'est ce qui a fait en sorte que les bonnes histoires sont revenues puis que les ventes ont recommencé à reprendre l'envol. Et là, on a vu plein d'événements dans les années 2000 qu'on a vu par la suite dans les films. Tu sais, Civil War, ça date des années 2000. House of M. House of M, qu'on voit un peu des relents dans la série WandaVision, puis on ne sait pas que ça va donner pour la suite. Il y a Secret Invasion qui est dans l'air, mais ça vient des années 2000. Ça a d'abord tout été des bonnes histoires, d'abord et avant tout de scénaristes. Fait que là, mais c'était tous les events, on dirait qu'ils partaient plus dans ces années-là. Et même les couvertures n'étaient pas pareilles dans les années 2000 parce qu'auparavant, fallait que la couverture d'un comic reflète l'histoire à l'intérieur du comic. Ouais. Et là, à ce moment-là, pour qu'un artiste puisse faire la couverture, il fallait qu'il ait une bonne idée de l'histoire qu'il y avait dans le comic pour vendre. Joe Quesada, lui, il a dit « Hey, là, on va arrêter là, ce niaisage-là. Là. » Lui, il a engagé là, des gens. Vous, votre job, c'est de faire des couvertures. Puis, peu importe l'histoire qui est à l'intérieur, le but, c'est d'avoir une belle couverture. Fait que au début des années 2000, là, on avait plein de couvertures de comics qui n'avaient aucun rapport avec l'histoire à l'intérieur. C'était juste pour vendre. Mais chaque couverture était une œuvre d'art en soi. C'est ça, des posters quasiment. Mais aujourd'hui, les plus belles couvertures, c'est Alex Ross. Souvent, quand moi j'achète mes volumes, souvent, entre chaque volume, c'est Alex Ross qui a fait la page couverture de Immortal Hulk, exemple. Je pense que c'est lui qui a fait toutes les covers. Oui, exactement. Il y a encore des relents de ça, mais je pense à un artiste là, qui est très populaire, J. Scott Campbell. Au début des années, si tu voyais, je n'ai pas de couverture de lui très proche, mais si tu voyais ce qu'il faisait, puis à un moment donné, il dessinait les couvertures de Amazing Spider-Man dans le temps que c'était au début des années 2000. Les dessins de Campbell n'avaient pas nécessairement rapport avec l'histoire à l'intérieur, mais c'est un artiste qui était très, très en vogue puis qui va chercher. Fait que, tu sais, le Marvel à ce moment-là est vraiment revenu à la base. Comme un joueur de hockey qui a une léthargie. Puis à un moment donné, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il revient à la base. Là, ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Retour aux fondamentaux. Oui, retour aux fondamentaux. Qu'est-ce qui fait que j'ai eu du succès? C'était quoi? Ben, Marvel a fait cet exercice-là. Et là, après, ben, ça a créé une synergie. Et le coup d'envoi, après, ça a été parce que ça faisait des années que ça se travaillait, mais ce n'était pas possible à ce moment-là. Quand il y a eu la création des studios Marvel, et les deux premiers films des studios Marvel, c'est quoi? Iron Man, Hulk. Et Hulk.
là, à ce moment-là, et peu de temps après, Disney est allé acheter ça. Et là, on a la compagnie qu'on a aujourd'hui. Mhm. Mais Marvel est ce qu'il est aujourd'hui parce que dans les films, c'est sûr que les films font beaucoup plus d'argent que les comics, on va se le dire. Maintenant, la part de revenus des comics est négligeable par rapport aux films. Mais qu'est-ce que Marvel a réussi à transposer, les studios Marvel ont réussi à transposer dans les films? C'est la recette qu'ils ont concoctée à partir des années 60 avec les ingrédients que je vous disais tout à l'heure, des super-héros qui sont des êtres d'abord et avant tout imparfaits, puis qui doivent surmonter leurs difficultés et les obstacles pour être des meilleures personnes, des histoires que, comme on a vu dans le premier Avengers, ça se passe à New York, puis ce qui est détruit, c'est à New York, puis les gens peuvent reconnaître des coins de rue, et un univers qui est interrelié, avec des personnages qui sont les mêmes. Il faut le faire, là, avoir le même acteur, sauf exception, là, avoir les mêmes acteurs et actrices qui sont restés. Mais aujourd'hui, tout le monde voudrait avoir ce genre de contrat-là. Tout le monde voudrait être dans les productions de Marvel parce qu'ils savent que si tu as un personnage quand même assez important, ils savent que c'est un contrat à long terme. C'est un contrat assuré. Tu sais, je veux dire, pour la jeune fille qui joue Miss Marvel, ben, elle là, est assurée pendant longtemps. Oui, elle est assurée pendant des années d'avoir un revenu, d'avoir une place dans un univers cinématographique. Elle n'a pas besoin de re-signer pour petite affaire par-ci, une petite affaire par-là. Elle peut le faire, admettons, parce qu'elle aime le acting, mais côté monétaire, elle aura comme plus de problème. C'est un moment donné aussi, je pense que c'était Chadwick Boseman qui avait dit ça. Il disait, il avait dit en entrevue que lui, dans le fond, c'était plus important c'était moins important pour lui de gagner, mettons, une statuette d'un prix pour un film que l'importance d'avoir des figurines de lui que les enfants pouvaient s'inspirer en jouant avec comme son personnage. Il trouvait ça beaucoup plus comme le fun puis inspirant ça qu'avoir juste une statue qu'il met sur une tablette chez lui, tu sais. Puis il y a des mentalités qui ont changé aussi, puis ça a du bon puis du mauvais, comme n'importe quoi dans la vie, mais c'est sûr que dans les années 60, 70, 80, 90, les acteurs ne voulaient pas être associés à des personnages. Christopher Reeve, là, qui faisait Superman, là, il avait signé pour Superman 1 et 2, mais il était hésitant pour signer pour un troisième, puis après pour un quatrième, il a fini par les faire, mais il disait ouvertement, il ne voulait pas être associé. Hein, puis effectivement, Christopher Reeve, il n'a pas fait grand-chose d'autre. Adam West, qui faisait Batman dans les années 60, il a toujours été associé à ce personnage-là. Puis, fait que c'est sûr que il y a plein d'autres exemples comme ça où des acteurs, actrices avaient peur d'être associés. Sean Connery, quand il faisait James Bond dans les années 60, à un moment donné, il dit là, je ne veux pas juste faire ça dans ma vie. Là, on dirait que maintenant, j'ai jamais entendu Robert Downey Jr. avoir peur d'être associé à Tony Stark. Non, au contraire. Le cachet qu'il fait. Au contraire, il arrive sur le stage puis on dirait que c'est encore Tony Stark des fois. Mais en même temps, Robert Downey Jr., il a fait d'autres films. Puis, les autres films ont moins bien été. Non, mais il y a quand même des films qui ont... Mais tu sais, je pense à quand il a fait Tropic Thunder, tu ne le reconnais pas là-dedans. Là, tu sais, Chris Evans a fait Sherlock Holmes. Sherlock Holmes a été des super de bons films. Je veux dire, c'est des films qui ont été vus. C'est vrai que Chris Evans, il a fait plein d'excellents films aussi. Puis peut-être qu'il y a des gens il joue un autre rôle complètement. Là, il est le bon, transport-neige. Fait que peut-être que... mais je sais qu'il y a eu une époque où on entendait souvent des acteurs être hésitants de signer des trucs à long terme parce qu'ils ne voulaient pas être associés à un personnage. Même Hugh Jackman, il a fait ça pendant 17 ans, puis tous les autres films qu'il a fait entre ses pièces de théâtre, ça ne l'a pas empêché de faire plein d'autres types de rôles. Puis de faire oublier, tu sais, Hugh Jackman, quand il joue ses rôles, rapidement, tu oublies que tu as Wolverine devant toi. Tellement.
C'est Parce que tellement Hugh vrai, ça. Jackman, Ouais. c'est ça, il est comme... Il chante, mais il d'un change autre son côté, accent, il chante la façon de t'as d'autres, parler. tu sais, t'as d'autres, puis là, je m'en vais dans un autre univers, c'est juste parce que ça aussi, c'est un univers que je connais sur le bout de mes doigts, l'univers d'Harry Potter. Daniel Radcliffe, celui qui jouait justement Harry Potter, oui, tu sais, il apparaît par-ci, par-là, mais ça n'a jamais été comme c'était avant. Celui qui jouait Ron Weasley n'a jamais réapparu. Tu sais, là, en ce moment, il est dans une télésérie que personne ne connaît, mais c'est des personnages qui leur collent à la peau. Puis la seule personne qui a été capable de se démarquer, ça a été justement la jeune fille Emma Watson, elle a été, tu sais, dans d'autres films avec Tom Hanks, pis ça, mais je comprends le côté, j'ai pas envie que toute ma vie, tout le reste, je suis pas capable d'avoir d'autres contrats parce que ça m'a resté collé à la peau, ce personnage-là. Même Daisy Ridley dans le monde de Star Wars, c'est un autre cas qu'elle, j'avais écouté l'entrevue, puis elle avait dit, j'étais sûr qu'à la fin de Rise of the Skywalker, il allait pleuvoir des contrats. Rien. Ouais. Silence radio, il y avait... un peu comme dans la trilogie d'origine, Mark Hamill, c'est vrai. Carrie Fisher, ils ont fait d'autres trucs, mais ils n'ont pas connu une carrière comme Harrison Ford. Non, c'est vrai. Avec le Indiana Jones. Ouais. Fait que tout ça pour... parce qu'on fait des détours, mais je reviens à la question du début. Est-ce que Stanley était le génie que tout le monde ou que bien des gens voient? Ben, la réponse, c'est oui. Oui. Et non. Il n'a pas fait ça tout seul. Je suis dans le camp du oui avec une équipe. Oui, mais c'est ça. Mais on pourrait dire, est-ce que Jack Kirby était le génie? Oui. Est-ce que Steve Ditko? Oui. Toutes ces personnes-là et d'autres... En fait, qu'est-ce qui explique le succès Marvel? C'est tous les scénaristes qui ont mis, et les dessinateurs, et les encreurs, et les équipes éditoriales qui se sont succédés année après année pour écrire des bonnes histoires, des histoires mémorables. Puis dans le fond, ben, les films, ils font quoi? Ils vont puiser dans les histoires d'origine, dans les... puis là, il amalgame ça. Thanos, là, c'est un personnage qui a été créé dans les années 70. Ouais. Puis si vous regardez le comic où c'était dans un Iron Man, quand Thanos est apparu, là, ouf, on est loin du Thanos qu'on a aujourd'hui. C'était pas le Mad Titan. Là. Non, mais là, quand Thanos est apparu, là, quand Jim Starlin est arrivé avec Thanos dans les années 70, ben, on était très loin de... Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ben, à un moment donné, il y a eu une autre histoire à la fin des années 80 qui a donné beaucoup plus de substance à Thanos. Il y a eu des histoires dans les années 70-80 avec Captain Marvel qui a donné de la substance à Thanos. Il y a eu le gant de l'infini qui a donné beaucoup de substance à Thanos. Très bonne histoire. Infinity War, la croisade de l'infini, cette trilogie-là est venue donner une substance. Fait que les films après, puis les scénarios... Mais ça, c'est un gros travail d'équipe parce que Thanos est devenu ce qu'il est devenu à cause de... Spider-Man est devenu, X-Men est devenu, tous les héros Marvel sont devenus ce qu'ils sont devenus à cause du travail d'équipe, le passage de flambeau d'un scénariste à l'autre. Frank Miller a amené Daredevil plus loin. Après ça, ben, les scénaristes d'après, Ann Nocenti, dans les années 80, a amené Daredevil ailleurs. Bendis, au début des années 2000, a amené Daredevil ailleurs. Et ça, c'est vrai pour tous les personnages. Fait que toute cette gang-là, c'est leur génie. Ben, écoute, JF, là, on approche le 1h30 d'émission. Quand que je vous disais, là, JF, vous pouvez poser n'importe quelle question chez Imagine Comics, tabarouette, il y a tout le temps une bonne réponse à vous compter. Fait que là, ce soir, en 1h30... Oui, en 1h30, il vous a prouvé à quel point que ses connaissances sont très élevées, supérieures à la moyenne, on va se le dire, par rapport à que ce soit chez DC ou que ce soit
chez Marvel ou peu importe. Fait que n'hésitez pas. Jeff, là, c'est temps de vendre encore ta salade parce que, écoute, il y a peut-être quelqu'un à soir que c'est la première fois qu'il tombe sur le podcast puis qui nous écoute puis qui dit « C'est qui ce monsieur-là? » Puis, qu'est-ce que tu veux que je vende comme salade? De la romaine? De la Ben écoute, premièrement, on va commencer mais par le commencement. Je suis tout le temps, tu sais, je fais des blagues, tout ça, je suis tout le temps mal à l'aise de me vendre ou de... Puis moi, je te pitch devant Spotlight. Fait que, Jeff, tu représentes Imagine Comics, une boutique de bande dessinée. Tu es situé à Prévost, sur Curie-Labelle. Oui, sur la on peut pas te manquer. La 117. Oui, la 117. On ne peut pas manquer la boutique. Tu as posté devant tes portes de ta boutique 3 gardes, communément appelés Iron Man, Deadpool et... non, pas Deadpool, c'est Iron Man, Batman et Wonder Woman qui sont visibles. Avant, il y avait Deadpool. Oui, il y avait Deadpool. C'est ça, hein, il y avait Deadpool. Mais il y a quelqu'un à un moment donné qui a dit « Hey, Deadpool, il est-tu à vendre? » Ah! Ben oui. Puis, OK, il dit « Je veux Deadpool dans mon salon. » Tout est toujours à vendre. Moi, c'est ça que ton Iron Man ton Iron Man me fait travailler pas mal. Ah ouais, mais écoute, c'est ce qui fait un peu ta publicité, puis c'est ce qui fait en sorte que tu fais OK, c'est exactement là que j'avais besoin d'aller. Ça peut paraître d'une petite boutique, mais tu as du stock en masse. Tu as beaucoup de stock en français comparé à nulle part ailleurs. En fait, là, tu as des étagères, écoute, là, en tout cas, bref. Puis aussi, tu peux prendre... Ouais, tu peux prendre des précommandes, des commandes aussi de vieux bouquins, des vieilles BD un petit peu plus nichées, mais tu es capable quand même d'aller voir avec tes distributeurs ou peu importe. Mes contacts, oui, parce que là, c'est ça, on est quand même les magasins de comics, on a quand même plusieurs contacts. On est à quelque part une espèce de grande confrérie. Là, fait que, j'ai des contacts avec d'autres magasins à Montréal. On a Gambit Goats qui te demande, JF, ça coûte combien à peu près des statues de grandeur nature comme ça? On parle de quelque chose qui tourne autour de 2000 $. Tu sais, puis c'est quand même pas si pire. Pour un life size. Pour un life size, parce que, admettons, ceux qui sont derrière moi, dans la rangée du centre, ils sont tous avec les taxes, le taux de change, le shipping, ils reviennent tous à peu près à 2000 sur le chaque. Fait que, tu sais, pour un life size, c'est quand même bon là, comme prix. Ouais. Mais nous, on se disait, faut qu'on soit visible, puis c'était vraiment dans notre... effectivement, tu sais, d'avoir ça qui look. Là, on a quelques questions pour toi là, qui n'arrêtent pas de rentrer back-à-back, JF. On a Bob qui dit « Qu'est-ce que tu lis en ce moment? » Qu'est-ce que je lis en ce moment? Là, présentement, je suis en train de lire l'intégrale de Dracula. Le Dracula des années 70. Ben oui. Dessiné par Gene Colan. C'est bien ça. C'est la tu te mets dans le mood d'Halloween? Ouais, c'est ça. Puis c'est la 3e fois que j'essaie de lire ça. OK, fait que c'est tough, là, d'abord. C'est une tâche. C'est un défi que je me donne, c'est parce que j'ai des amis qui sont des fans finis de Dracula, et Dracula est considéré comme une des meilleures séries Marvel des années 70. Par plusieurs personnes, là, ça c'est vraiment, ça vient pas de moi, là, c'est vraiment, la série Dracula des années 70 a une excellente réputation au niveau de la qualité globale de la série. C'est The Tomb of Dracula, la tombe de Dracula, oui, c'est ça tu dis? Oui, Tomb of Dracula, le tombeau de Dracula, en français. Puis j'ai lu bien des affaires dans les comics, mais je n'ai jamais lu Dracula. J'avais déjà essayé il y a quelques années de la lire. Puis là, j'avais vraiment les premiers numéros, j'avais vraiment trouvé ça, bien honnêtement, cucu. Puis là, j'avais des amis, là, je disais à des amis proches, je disais, quoi, comment t'as fait pour... Puis là, je me faisais dire, écoute, il faut que tu passes le début, là, mais après ça, là, c'est écœurant. C'est comme Smallville.
Ouais, j'imagine. Là, j'ai pas vu Ok. tout Smallville. Mais, fait que là, je dis, ben là, il y a une intégrale que Panini avait sortie en français l'année dernière. Il y a la même chose en anglais. Moi, j'avais le goût de le lire en français parce que cette intégrale-là en français était attendue depuis Hey, des tu me années. donnes quasiment le goût. Puis là, je me disais, faut que je lise ça. Puis là, Mais je c'est-tu suis vrai que c'est bon? Ben écoute, je suis pas rendu assez loin. Ah, shit, mais là, Mais ça en prend combien? C'est comme à rendu au 20e numéro que tu fais comme, Ben, ok, c'est bon. mon autre problème, c'est que comme je fais des grosses journées, comme bien du monde, mais bon, c'est sûr qu'avec toutes mes occupations puis la boutique, je fais des grosses journées. J'ai un gros problème, c'est que le soir, quand je m'installe pour lire, je lis 3 pages, puis je me mets à cogner des clous. Ouais, Fait moi, que ça m'arrive souvent, là, ça. ouais, c'est ça. Fait que là, j'essaie de me trouver d'autres moments. Mais bref, je lis ça présentement parce que je veux vraiment, pour vrai, j'aimerais ça le lire pour Intéressant. vraiment avoir une idée. Ouais. C'est quoi? Puis ça reste quand même un morceau d'anthologie. Je lis également la fin de la série Immortal Hulk. Oui. Ouais. J'ai pas encore fini, j'ai pas encore lu King in Black. Ah, ça c'est Souvent, bon. j'attends que quand les comics sortent, évidemment, je vais feuilleter parce que je m'auto-spoil des affaires des fois parce que je vais feuilleter pour avoir un peu une idée de c'est quoi, parce qu'après, je me fais poser des questions, évidemment, en boutique, Ben puis oui. je veux être capable de donner. Bon, je ne suis pas capable de répondre à tout, mais j'essaie de donner des indications sur. Mais là, King in Black, j'attendais que le paperback sorte pour le lire. Fait que ça, il est là. Sorti, sur là. ma table. Ouais. Oui. Mais par contre, je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe dans la série Spider-Man présentement. Ça, là, je vais pas attendre le paperback, là, je vais feuilleter les comics, puis, Ouais. parce que, bon, vous n'êtes pas sans savoir qu'il est en train de se passer des choses Ouais, numéro quand même 74 importantes. qui est sorti cette semaine, c'est Ok, ça? mais genre Ouais. quoi? Ah, moi, je veux pas savoir! C'est ça, je peux pas le raconter. Ah, moi, j'aimerais ça savoir, ça me teaserait. Ah, non, hey, C'est ça. Si j'aurais le goût de Je peux lire. juste te dire qu'il va y avoir des changements dans la vie de Spider-Man pour faire changement. Fait que c'est des trucs que je m'intéresse ces temps-ci du côté de Marvel. J'aime beaucoup relire des vieilles affaires ou aller lire des vieilles affaires. moi C'est pour aussi, ça ça, que j'aime je ça. lis. J'aime ça lire des vieux comics parce que j'aime ça aussi voir le regard social qu'il y avait à ce moment-là dans les vieux comics. Mhm. Tu sais, quand Des fois, tu c'est lis là que du tu te vois vieux- quand même qu'il était avant-gardisme. Puis que tu te dis, oh Oui, my god, puis- il pensait déjà à ça dans ce temps-là. Oui, mais il n'était pas toujours avant-gardiste. Non, des fois, c'est le parce contraire. que, oui. Quand tu lis du vieux Fantastic Four dans les années 60, tu comprends pas mal quand tu vois comment Sue Richards était traitée dans les comics Fantastic Four, tu vois vraiment, ça illustre très bien la place de la femme dans la société des années 60. C'est fascinant de lire ça avec le recul, là, de voir un peu. Il y a plein de choses fascinantes comme ça à lire du vieux comic. Tu me fais penser, JF, de souvenirs dans ta section française, dans l'étage du haut, tu as reçu des vieux comics, mais pas pas printés vieux, mais un recueil de vieux comics classés avec les années. Donc, les Fantastic Four de 64 à 68, puis tout ça. Est-ce que c'est exact? Est-ce que tu parles des intégrales? Ouais, c'est ça. Ils sont comme sur le côté, là, je pense que c'est tout bleu ou tout gris ou avec les années, c'est bien Ouais. ça? Hey, Ouais, merci c'est ça. pour le raid Space Trash Show. Yeah! Merci, Jeff. Merci, la gang. Salut, Merci, la Jeff. gang de Star Wars. Yo, yo, yo. Ça va, la gang? Une grosse vague qui vient d'arriver sur Ben oui, la chaîne. 29 Ouais. héros. Ah, Wow! Salut, guys. 29%. Cool! On est en train ben, de oui, parler c'est ça, il y a d'histoire des de Marvel. intégrales comme ça où on a vraiment... Parce que tantôt, c'est ça que tu disais, tu nous contais un peu les histoires par rapport aux BD dans les, dans les années 60, 70, puis tout ça. Puis je me suis dit, il me semble que JF, tu as des recueils de ces années-là, mais plus spécifiquement, mettons, si tu veux lire les Fantastic Four, t'es mais avec toutes les années. Ouais.
est sorti. Ça, je trouve ça Fait que super intéressant pour ceux qui veulent lire dans le passé. Oui, tout à fait. Puis Marvel fait la même chose. Bien évidemment, ce que Panini traduit, ça vient de Marvel à l'origine. Mais Panini a vraiment développé une ligne d'intégrale depuis plusieurs années où là, vraiment, chaque volume correspond à une année. Oui, OK. OK? C'est vrai, c'est moins vrai avec les X-Men, là, parce que dans les années 90, il y avait tellement de séries X-Men que là, ça Ils ont prend regroupé 3 ça. volumes pour couvrir une année. OK. Mais il y a vraiment ce principe-là. Fait que quelqu'un qui veut lire du vintage, ben oui, il va aller dans les intégrales. OK. Fait que c'est ça, j'aime ça me promener d'une époque à l'autre comme ça. Puis évidemment, ben, je lis tout le temps ce qui sort à chaque Puis, mois. je t'avais demandé aussi en message si tu pouvais peut-être juste nous montrer un peu ou nous teaser sur qu'est-ce qui est sorti. Tu sais, souvent, je partage les nouveautés de la semaine, que ce soit anglo ou franco. Les highlights, selon toi, qui est sorti cette semaine, que le monde Justement, il y a accourt quoi de à ta Star Wars boutique. aussi? Marvel Star Wars, vu qu'on a une gang de Star Wars qui vient de rentrer, y a-tu de quoi de Oui, nouveau Star Wars de Marvel a récupéré les droits de Star Wars depuis 2015. Mhm. Fait que, puis il y a vraiment comme évidemment, avec Disney qui avait racheté il y a vraiment une espèce de synergie. Fait qu'évidemment, il y a toujours les comics de Star Wars qui roulent à tous les mois. Fait que ça reste d'actualité. Tout à fait. Puis là, présentement, bien évidemment, avec le succès de la série Mandalorian sur Disney+, ben Marvel, l'année dernière, a sorti, parce que les titres Star Wars de Marvel ont toujours été Star Wars puis Darth Vader, là, les deux titres phares. Ouais. Bounty Hunter. Non, mais ça, c'est récent. C'est ça en ce moment. Là. Mais ça, Avec Bounty Hunter, c'est un crossover event qui va dans toutes les... En fait, avec le succès de Mandalorian, Marvel a commencé à sortir une série qui s'appelle simplement Bounty Hunters. Okay. Et on se concentre sur les Bounty Hunters. Puis là, ces temps-ci, il y a un événement qui s'appelle War of the Bounty Hunters. C'est quoi en gros? Ben, en fait, je ne veux pas trop spoiler des affaires, mais je vous donne la prémisse. Vous vous rappelez, en tout cas, les fans de Star Wars et tout ça se rappellent qu'après le film Empire Strikes Back, Boba Fett s'en va avec le corps congelé de Han Solo. Yes. Oui. Puis tout ce qu'on a vu au cinéma, c'est qu'après, le corps de Han Solo s'est retrouvé dans la tanière de Jabba the Hutt, puis les amis de Solo vont le libérer et tout ça. Mais dans le temps, on avait Dark Horse, puis les romans aussi qui l'avaient fait, ce segment-là, qui était Shadow of the Empire. Canon, qui était Legendary, en fait, légendaire. Ouais. Ben, c'est ça, tu sais, qu'il y avait... mais il y avait même un jeu là-dessus, puis des comics, des livres, qui étaient Shadow of the Empire, dans le fond. Mais là, ils ont refait ça. Ben, en fait, War of the Bounty Hunters, qu'est-ce que ça raconte finalement? La prémisse, c'est que Boba Fett est sur le chemin vers... Tatooine. Tatooine. Il se fait voler le corps de Han Solo. OK. Fait que là, ça va pas bien, hein, parce que il a besoin de ça pour payer. Il a besoin de se payer. C'est un prix qui vaut beaucoup d'argent. Fait que, alors, vous avez la prémisse que très nice. War of the Bounty Hunters. Évidemment, il s'est fait voler. Ils sont tous. Fait que t'as tous les Bounty Hunters qui sont là. Il y a le Bounty qui est là. Puis c'est qui le ramène à Jabba, là? C'est ça la prémisse de l'histoire. Ben, après, qu'est-ce qui va se passer avec ça? War of the Bounty Hunters. Mais pour revenir à ta question, Maxime, présentement, ce qui retient l'attention, qui a débuté la semaine dernière, c'est Inferno dans l'univers des X-Men. Parce que Jonathan Hickman termine son tour de garde dans l'univers X-Men avec cette histoire-là. Puis encore là, je ne veux pas trop raconter de trucs, mais Inferno, dans le fond, va chercher un élément qu'on a vu dans House of X. Il y a 2 ans. Ça fait-tu que House of X est sorti ou quelque chose comme ça? C'est-tu rapport avec Destiny? C'est en rapport avec Destiny, puis c'est en rapport avec Moira McTaggart.
Ouais, Qu'il y a des, ok. qu'il y a des ouais. secrets qu'elle ne voudrait pas que les autres sachent. Et Ah, tout le temps des secrets, elle. elle a tout le temps des. Ben, quand tu as 10 vies, tu dois avoir une coupe de secrets. Ouais. Hein. T'en as pas peur. T'en as pas peur. Ah non, Fait que- écoute, ça, c'est Hey, un puis, événement. Dark Ages, le numéro 2, est sorti? C'est un mensuel, ça, Joe, par contre. Oui, c'est ouais, un ouais. mensuel. Il sort, Ça, je veux savoir. il sort très, très bientôt, mais il n'est pas Ok. sorti encore. Ouais. Mais dans ce qui s'en vient, il y a une histoire qui va commencer en décembre. Là, je prends de l'avance. Parfait. Devil's Reign, le règne du diable. Mephisto? Ok. Non, ça, c'est d'ailleurs sur la. Attendez une minute. Mephisto, tout le monde, de toutes les subs, on met des Dans le Mephisto dans chat. le chat, là. Yes. Devil's Ring, ok. Wow, hey, la page couverture. Ah, ouais. Ok, fait que ça, c'est un event, GF. Hey, c'est ton nouveau Avec nouveau le flyer, nouveau- ça? Oui, c'est le nouveau. Fait que vous voyez l'intérieur de. Ouais, on voit bien. Wow. La prémisse de Devil's Reign, c'est le Kingpin. Le Ouais. Kingpin est maintenant, depuis un certain temps, il est le maire de New York, Ouais. Ouais. n'est-ce pas? Pour ceux qui ne le savaient pas, je vous apprends que le Kingpin est le maire de New York. The Amazing Et- Spider-Man numéro 1 de Nick Spencer. On le connaît de là. Oui, c'est ça. Fait que là, le Kingpin, Oh, nice. il monte. Il y en a assez des super-héros. La prémisse, c'est qu'il y en a assez des super-héros. Il dit là, moi, les super-héros à New York, là, ça va faire. Là, c'est moi, là, le maître de New York. Fait qu'il met sur pied une équipe de super-vilains pour capturer les super-héros. Ben, il avait fait ça, mais ça, avec Thunderbolt. Les récents Thunderbolt, c'était Kingpin aussi qu'ils avaient. Norman. Ben, il y avait eu Norman Osborn qui avait. C'est ça. Tu sais, c'est. Ouais, ben là, en fait, récemment, il y avait un avec King and Black, justement. Il y avait un Ouais, il y tie-in avait- que c'était les Thunderbolts de Kingpin. il y avait Ok. eu quelque chose comme ça. Fait que là, il y a cet événement-là qui s'en Puis vient. comment ça s'appelle, juste pour le rappeler? Devil's Reign. Devil's Reign. Ok, Le hey, ça, règne c'est sûr que je vais du aimer ça. Une affaire avec des méchants, là. Je vais aimer ça. On le sait-tu, c'est qui le team ou on le sait pas encore? Je peux dire- Hey, ça va le spoiler, Joe? On veut pas ouais, savoir. J'aime Si tu veux ça, le savoir, j'aime ça va l'acheter. l'exciter pour de quoi, là. Si tu veux le savoir, là, il est Va l'acheter. disponible au Imagine Comics. Ben écoute, je vais au moins dire que Taskmaster. Yes! Voilà, bon. j'en dis pas plus. C'est bon. Évidemment, il y a la nouvelle série Venom et la nouvelle série Hulk qui retient l'attention cet automne parce que Donny Cates qui écrivait Venom, Al Ewing qui écrivait Hulk Non. ont changé de place. Switch. Ces deux grands chums, semble-t-il. Fait que là, Donny Cates s'en va écrire Hulk, puis Al Ewing s'en va écrire Venom. Fait qu'ils vont chacun travailler à la suite de Puis de deux ce que l'autre a excellentes fait. séries, chacun de leur bord. Puis là, il Puis risque là, de on continuer. va voir qu'est-ce que ça va donner. Et il y a une autre série aussi qui va débuter au mois de décembre, Timeless, Kang! avec Kang. On met Ouais. des Kang dans le chat! Yes! Et dans le descriptif de Kang, tout ce qu'on nous dit, c'est que ça va mettre en place des éléments qui vont avoir des répercussions sur toute la prochaine année. Ah, j'aime ça, Fait ça. qu'on Hey. dirait que Marvel, dans les comics, est en train de préparer le vrai. terrain sur qu'est-ce qui va se passer dans les films, On possiblement. dirait, hein? On sait Puis pas. la série solo de Kang, il paraît que j'ai entendu des bons commentaires aussi, qui étaient bonnes. Oui, ben en tout cas, Kang the Conqueror. moi, je l'ai pas lu encore. J'ai Ok. feuilleté, mais j'en sais pas tellement plus, fait que je peux pas t'en parler. Mais j'ai entendu des bons commentaires également en Ok. boutique là, par rapport à cette série-là. Hey, très cool. Puis très je vais closer l'épisode parce que il faut, hein, je dois laisser aller JF. Fait que JF, énorme merci encore pour ce soir, pour ce cours sur l'histoire de Marvel en entier ou presque. Ben, merci, j'espère que ça peut intéresser et puis apprendre quelques trucs sur des gens qui étaient moins familiers avec. Ben, certainement. avec Certainement, le- puis ça pousse surtout encore les gens à en connaître un petit peu plus au niveau de la lecture, puis tout ça. Puis tu es la meilleure personne justement en plus pour nous en parler.
comme que tu es propriétaire d'une boutique de BD. Et comme que j'ai dit tantôt aussi, là, pour le mois prochain, c'est toi qui vas starter notre marathon de Spider-Man en venant nous parler là, les droits de Spider-Man, comment ça a été ficelé, puis tout ça. Puis bref, tu vas être notre event comme le House of X de ce monde. Oui, puis l'évolution de Spider-Man en tant que personnage, parce que c'est un personnage dans les comics qui, comme on dirait qu'avec lequel Marvel se bat perpétuellement. Ouais. Est-ce que c'est un éternel ado? Est-ce que c'est un adulte? On ne sait pas trop, mais j'en dis pas plus. C'est bon, parfait. Fait que merci encore tout le monde. Merci Joe aussi de t'avoir occupé au niveau du chat. Là, je te voyais tantôt là, pitonner à répondre à tout le monde. Merci aussi à ceux qui sont présents en ce moment sur le Twitch ou peu importe de comment que vous nous écoutez. Merci encore à nos commandites, donc Imagine Comics, qui est notre commandite depuis, écoute, un sapristi de bon temps. Là, ça commence à avoir de l'ancienneté. Donc, merci à tout le monde aussi là, qui était présent sur le chat. Si vous avez interagi, là, je sais que tout le monde a posé des questions tantôt. Je trouve ça super cool. J'espère que vous avez apprécié ce nouveau format-là, dans le sens que c'est pas une entrevue, c'est pas une discussion d'un film, c'est vraiment parler du sujet de Marvel. Puis on est en Jase Marvel, donc c'est notre travail de faire ça puis de vous amener des spécialistes comme GF à la barre de On Jase Marvel comme ça en tant que panéliste de temps en temps. Donc, écoutez, là, on est quoi? On est lundi. Jonathan, est-ce que tu fais un gaming demain? Je devrais, oui. Je sais pas encore à quoi Ok. je vais jouer. Je vais te jouer de Marvel. Mais je sais pas encore à quoi. OK, super, c'est bon, parfait. Donc, c'est une invitation pour 20h30, encore une fois, demain pour On Jase Gaming de Marvel sur la chaîne Twitch exclusivement. Et pour le reste... Puis s'il y a des gens qui passent par Prévost, ben, ça va nous faire plaisir de vous accueillir chez Imagine Comics. Même si vous ne venez pas acheter rien, venez juste faire. Ça a l'air que la boutique, ça vaut le détour, juste rentrer. Ah, mais ça. Commence le petit côté. On se sent chez soi. Puis juste de te voir en petit personne, en côté, plus de cosy, qui fait que vous êtes les bienvenus. On a un horaire un peu particulier. On est ouvert du jeudi au dimanche, mais vous êtes les bienvenus pour venir voir. Et il y a beaucoup de gens qui arrêtent sur le bord de la route juste pour prendre des photos avec Batman, Wonder Woman et Batman. Je trouve ça fascinant, ça. C'est excellent, ça fait de la belle publicité. Oui. Fait que merci encore, Jeff, vraiment beaucoup d'avoir été présent. Puis pour le reste, écoutez, tout le monde, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Puis on se donne rendez-vous pour une autre émission de On Jase Marvel. On Jase Marvel.